Ligne à droite, le grand entretien, Maud Koffler. Bonjour Sabrina Medjeber. Bonjour Maud. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes juriste et sociologue. Vous intervenez régulièrement sur certains médias qu'on connaît bien, CNews notamment. Vous êtes auteur de Femmes, éducation et banlieue, le triptyque du communautarisme et puis le dévoilement français paru cette année aux éditions du Lys Bleu. Alors on va revenir sur d'abord peut-être les événements d'Amsterdam. Jeudi 7 novembre dernier, une nuit de violence a eu lieu à Amsterdam entre supporters israéliens et communauté pro-Palestine. Cette semaine, jeudi 14, a lieu un match France-Israël avec une sécurité renforcée. Est-ce que vous appréhendez cet événement ? Bonjour, j'appréhende cet événement. Alors, je vais être, j'ai une opinion un peu à double tranchant, c'est-à-dire que je l'appréhende dans le sens où, évidemment, rien n'est à exclure en termes d'émeutes comme ça, immédiates, qui pourraient se déclencher, notamment à travers les réseaux sociaux et son génie de la célérité. Et dans un autre temps, je ne l'appréhende pas puisque je sais que le ministre de l'Intérieur a pris les dispositifs nécessaires à l'appui de son binôme, le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, et qu'à partir du moment où le dispositif de sécurité a été étudié pour ensuite être déployé au mieux, je n'ai pas de raison de m'inquiéter. Donc c'est vraiment, j'ai un avis assez, je n'ai pas d'avis tranché en la matière. Je pense qu'il y a un risque. Dans le même temps, il n'y peut ne pas y avoir de risque, puisqu'encore une fois, la sécurité semble être assurée. Oui. Alors, on observe l'importation d'un conflit qui n'est pas le nôtre sur le sol européen depuis un an, avec le 7 octobre. Plus d'un an après, est-ce que vous avez le sentiment que les tensions communautaires se sont accentuées ? Évidemment. Ce qui s'est passé le 7 octobre a fracturé davantage la société française, mais pas que, toutes les sociétés européennes, toutes les démocraties occidentale européenne. Nous avons vu ce qui s'est passé avec le pogrom d'il y a quelques jours à Amsterdam. C'est donc bien la preuve que, malheureusement, le problème est atavique. Le problème est atavique et il montre en réalité l'aveuglement des gouvernants occidentaux sur l'immigration. On a pensé pendant des années, au nom de l'utopie de la diversité heureuse, que les idéologies, c'est-à-dire les corpus d'idées et l'éducation qui va avec, l'éducation atavique, ainsi que les anthropologies, notamment sur la distorsion entre le clan et l'individualisme sécularisé a fortiori, allait disparaître magiquement comme ça, avec le franchissement des frontières. Et on observe qu'après 2, 3, voire 4 générations, suivant les pays d'accueil, eh bien aujourd'hui, il suffit d'une blessure narcissique entre 2 communautés, et je parle notamment du monde musulman par rapport à ce qui s'est passé le 7 octobre, pour même pas raviver en réalité, c'est indiquer clairement qu'il y a des communautés qui ne s'intégreront jamais à nos valeurs, les valeurs qui ont forgé l'Occident depuis des siècles, c'est-à-dire la liberté de conscience, la laïcité plus près de nous encore depuis le XXe siècle, mais a fortiori l'individualisme sécularisé. On a réellement aujourd'hui un conflit communautaire parce qu'il y a des anthropologies qui n'arrivent pas à communiquer et à vivre ensemble. On adore cet aphorisme en Occident, le vivre ensemble, la tolérance. Au nom de la tolérance, il faut tolérer malheureusement l'intolérable, et c'est Elisabeth Badinter qui nous le rappelait il y a quelques années. Aujourd'hui, nous y sommes, et quand je vois les propos de Madame Fenk Halsema, c'est-à-dire la maire d'Amsterdam, je me dis qu'en réalité, je ne vais pas dire que tout est perdu, mais la tâche sera ardue. Ce n'est pas avec des propos philosophiques que nous arriverons à contenir cette violence qui est génératrice de criminalité graduée depuis 40 à 50 ans en Europe, vraiment. C'était l'ancien ministre Gérard Collomb qui en parlait assez bien. Aujourd'hui, on vit côte à côte. Je crains que demain, on vive face à face. Aujourd'hui, on est face à face. Vous parlez de ce véritable conflit intérieur entre plusieurs communautés. Est-ce que vous avez le sentiment, malgré tout, qu'aujourd'hui, on en parle presque plus facilement quand même de ces communautarismes, de cette lutte, de cette islamisation aussi de la société. On en parlait tout à l'heure avec Fadila Maroufi, de cette importation du conflit en fait, avec certains élus, certains représentants politiques. Ça vous donne confiance ou pas ? Non, ça me donne pas du tout confiance. En réalité, la seule brèche finalement qui me donne confiance, c'est l'application de la justice. Mais encore une fois,
je vais pas ouvrir un débat sur l'idéologie de certains magistrats en France, mais non, ça me donne pas du tout confiance pour la raison pour laquelle c'est quelque chose que nous avons laissé germer et puis pourrir de l'intérieur depuis 40 ans. Ce que l'on voit aujourd'hui, ce fameux face-à-face de Gérard Collomb, même cette partition qu'avait indiqué l'ancien président de la République, n'est que surfacique, c'est-à-dire que les communautés qui ont été intégrées en France, mais partout en Occident, selon certaines proportions, parce qu'il y a des diasporas qui sont bien plus visibles, suivant l'histoire coloniale et l'histoire même de l'immigration du XXe siècle, en Europe, évidemment, laisse voir, montre que il n'y a plus aujourd'hui d'échappatoire, il n'y a plus d'excuses à ne plus penser cette partition et ce face-à-face. Le communautarisme a été organisé depuis des dizaines d'années. Vous receviez Fadila qui nous parlait de l'exemple belge. Évidemment que le communautarisme est d'abord local et le jeu de la rente électorale d'élus locaux qui a favorisé cette poussée-là de heurts intracommunautaires, elle a été méthodiquement organisée depuis 40 ans. Ce que fait la France insoumise et son cacique Jean-Luc Mélenchon, ça n'est simplement que de souffler sur les braises d'un communautarisme qui a été méthodiquement, encore une fois, organisé. Ce sont les anthropologues, les sociologues, les criminologues qui le disent. Cette association, ce triptyque, association municipale, caïda des quartiers, c'est-à-dire la délégation de services publics des grands frères et les élus. Et puis, entre tout cela, vous avez l'huile du narcotrafic. Et évidemment, tout cela a abouti aux rentes électorales qui ont foisonné, fleuri, permis à des élus de se maintenir sur le plan du positionnement politique local. Et puis, la diaspora, elle se chiffre. Donc, la loi du nombre l'emporte évidemment. Vous avez, c'est Nicolas Pouvremonti qui le rappelait sur les indices de fécondité. En France, c'est un enfant et demi par femme. Suivant certaines cultures africaines et arabo-musulmanes, on est entre 4 et 6. Donc, évidemment, le nombre, fait la loi. Et aujourd'hui, vous arrivez, si vous voulez, à des sociétés qui ont été fracturées parce que les politiques l'ont voulu. Et puis, des générations qui ne se sont pas intégrées, des générations qui sont très implanté, je vous rappelais l'indice de fécondité. Donc, tout ça ne laisse pas beaucoup d'espoir, hormis, encore une fois, l'application de la justice, une justice des mineurs qui doit être inévitablement révisée pour qu'il y ait une exemplarité de la peine et que les familles prennent conscience que leurs rejetons ne peuvent plus agir impunément. Ce qui s'est passé à Amsterdam est simplement, malheureusement, le résultat de 40 ans de d'hébétude, de 40 ans d'aveuglement, de 40 ans de paisibilité, d'utopie fictive sur le vivre ensemble. On n'en est plus du tout là aujourd'hui, Vous parliez de Jean-Luc Mélenchon qui utilise aussi justement ces conflits, ces communautés, qui utilisent ce communautarisme, qui fait du clientélisme et ça fonctionne. On le voit dans les résultats, en fait, tout simplement, et même plus seulement dans les sondages. Est-ce que vous craignez qu'en 2027, par exemple, ce clientélisme fonctionne au point de voir élire peut-être Jean-Luc Mélenchon ? Est-ce qu'on peut en arriver là aujourd'hui ? Je ne crois pas, puisque la France insoumise, ça reste son parti. Le NFP, le Nouveau Front Populaire, est majoritaire en termes de sièges, mais il l'a été parce qu'il y a eu des alliances de désistement. Oui. Donc sur le plan de la force politique, de la réussite, on va dire, à pouvoir, être les leaders, si j'ose dire ça, en termes de sièges, n'est que factice, puisque en réalité... le Nouveau Front Populaire a gagné des sièges par la voie du désistement. Je rappelle quand même que Gabriel Attal lui-même avait appelé à voter la France insoumise plutôt que le Rassemblement national. Donc il y a eu aussi un jeu tacticien d'émergence et de pouvoir mettre en place le Nouveau Front Populaire. Donc je ne crois pas que Jean-Luc Mélenchon ne m'effraie pas. Parce qu'encore une fois, il reste minoritaire, même sur le plan des idées, sur le plan du ressenti. Il y a 92% quand même de Français qui considèrent que le parti de la France insoumise est un parti dangereux. Oui. Mais après, ce sont les idées qu'il infuse qui resteront, elles, en revanche, ataviques, puisqu'il a réussi, malheureusement, à débrider toutes les pulsionalités antisémites. Encore hier... au jour de l'armistice du 11 novembre 1918, il a réussi à tenir un discours qui parle de Gaza et du Liban en termes de génocide. Donc, il trouve toujours les moyens
d'insuffler cette idéologie mortifère. Alors, est-ce que ça va porter ses fruits en 2027 ? Je crois plutôt qu'il va y avoir un grand sursaut citoyen, vu les tensions identitaires et intracommunautaires et le ras-le-bol des Français qui s'expriment sur les manœuvres politiques crasseuses de la France insoumise. Je préfère me dire qu'il y aura un sursaut que de me dire que Jean-Luc Mélenchon risque de gagner l'élection. Sabrina Medjeber, je me permets de faire une petite insiste. Tout à l'heure, vous réagissiez à la lecture de la lettre du soldat à l'occasion du 11 novembre. Il y a une polémique en ce moment sur la suppression du jour férié du 11 novembre parce qu'il n'y a pas suffisamment de Français qui se mobilisent ce jour-là, parce qu'un jour férié, ça ne sert à rien pour commémorer. Qu'est-ce que vous pensez de cette polémique ? Je ne suis pas... Alors, je m'inscris totalement en faux pour supprimer les jours qui ont marqué l'histoire de France. Je ne suis pas une tuériféraire de la cancel culture. Je pense que l'héritage que nous portons, nous Français, d'où que nous venions, commence par la valorisation de la mémoire. Et si nous commençons à supprimer des dates historiques qui ont construit, bâti notre héritage, eh bien nous allons justement dans le sens finalement de cette idéologie de l'américanisation de la culture où il faut tout effacer, où dès que nous nous sentons offusqués, micro-agressés, pour reprendre les propos de Madame Ramayad au sujet des statuts de Colbert, eh bien nous détruisons, nous détricotons l'héritage qui, malheureusement, aujourd'hui, semble faible, tant il est peu valorisé en France. C'est le fameux récit national de Philippe de Villiers qui est fondamental dans la construction intellectuelle, philosophique, idéologique, civique des Français et des Français qui seront nos prochaines générations. Donc non, je m'inscris évidemment totalement en faux quand il s'agit du détricotage de notre histoire. On est bien d'accord. On va parler laïcité maintenant, Sabrina Medjeber. Les incidents liés au port du voile, notamment, s'enchaînent dans les établissements scolaires. Il y a encore quelques jours à Montreuil, dans le 93, une professeure a été giflée par une lycéenne après qu'elle lui a demandé de retirer son voile. Ça, on le lit assez régulièrement. Vous avez écrit un livre sur la sociologie du voilement. Qu'est-ce que vous préconisez ? Alors, encore une fois, c'est toujours la loi du nombre et c'est toujours le problème des anthropologies, des cultures qui n'arrivent pas à vivre ensemble, qui, sous couvert, encore une fois, d'une idéologie qui l'a portée, c'est-à-dire celle de l'antiracisme, du droit à la différence, permet aujourd'hui, malheureusement, à toutes les personnes qui veulent se sentir différents de leur différence de ne pas pouvoir l'être. Le voilement est un problème en France. Il explose. Il touche de plus en plus de jeunes femmes parce qu'il y a une diffusion de l'islamisme aujourd'hui qui est permissive, notamment par les réseaux sociaux. Moi, j'observe beaucoup ce qui se dit, ce qui se fait sur Snapchat, sur TikTok notamment. Donc, le voilement prolifère de plus en plus. Et comme je vous le disais en préambule, on ne peut pas lutter contre les idéologies ou les anthropologies. Donc, la seule façon dont nous disposons aujourd'hui, le seul moyen dont nous disposons, c'est l'application de la loi. Or, si les hommes et les femmes politiques ne soutiennent pas, encore une fois, les professeurs, dès lors que la loi leur permet justement de pouvoir se défendre et d'interdire, encore une fois, le port de signes religieux à l'école, eh bien, il y a un encouragement en sous-bassement, en sous-texte pour ces jeunes filles qui, du coup, se sentent impunies dans le fait de frapper un professeur ou une professeure. Je rappelle que l'école a été le premier pan institutionnel à être laïcisé. Nous avons eu des lois, la loi Goblet, la loi Ferry, qui a laïcisé les enseignants, qui a laïcisé les enseignements et qui a finalement été le soubassement théorique, législatif de la loi de 2004, après même, la loi de 2005. Donc, l'école, c'est le sanctuaire précis de la neutralité des agents et des enseignements. Et donc, si nous avons combattu, si les hussards noirs de la République, sous la 3e, ont réussi à imposer une neutralité, ce n'est pas pour aujourd'hui voir nos professeurs se faire assassiner au nom de cette idéologie ou se faire gifler, comme on l'a vu au lycée Maurice Ravel et là récemment à Montreuil. Mais encore une fois, je rappelle que au sujet de l'affaire du lycée de Maurice Ravel, Madame Danielle Simonet, députée La France Insoumise, avait défendu la jeune femme qui avait menacé un directeur d'établissement. Donc si nous n'avons pas des politiques, des élus et des ministres qui encore une fois,
fois, appuie du poing sur la table en faisant appliquer strictement la laïcité, eh bien, nous nous sentirons jamais. Je veux dire, l'école, et notamment pour les jeunes femmes, il y a eu un rapport d'Éric Morin il y a quelques années qui montre très bien que la loi de 2004 a permis justement des meilleurs résultats pour les jeunes femmes issues de l'immigration maghrébine, parce que justement l'école fait le travail de neutralisation idéologique. Est-ce que, parce qu'on voit donc effectivement qu'aujourd'hui la loi laïcité n'est pas respectée, que les professeurs ne sont pas forcément soutenus non plus dans leur démarche pour faire appliquer cette loi, y compris de la part de leur hiérarchie. Aujourd'hui, un professeur sur 4 ne se sent pas soutenu dans l'application justement de cette loi sur la laïcité. Mais finalement, la laïcité, est-ce que c'est la meilleure réponse à apporter à une espèce d'entrisme à l'école, dans la société en général? On parlait de ça, par exemple, tout à l'heure de récits historiques de Philippe de Villiers, de roman national. Ça, on ne l'intègre plus non plus dans l'enseignement, on ne rend pas forcément fier. Est-ce que on est suffisamment armé en fait pour lutter contre autre chose qui arrive? Est-ce que la laïcité vraiment peut répondre à ça? Non, la laïcité ne peut pas répondre à ça. Ce n'est pas avec les valeurs de la République ou un pseudo-républicanisme désincarné que nous allons réussir à contrer l'entrisme islamiste qui est, pour rappeler les mots du président de la République, un hydre. Hein. Donc, je pense que le sursaut patriotique viendra avec tous les Français, et notamment les Français issus de l'immigration, qui, malheureusement, par le truchement de la loi clanique et de l'omerta communautaire, ne peuvent pas s'exprimer comme ils l'entendent et surtout comme ils le veulent. Donc, c'est très difficile pour eux, mais je pense que c'est réellement un changement de politique radical qui pourra imposer ce qu'est la France, et pas la République française, la France avec ses mémoires, avec ses ombres, mais également avec ses lumières. Et puis, encore une fois, une justice qui doit être à la hauteur et un courage, c'est ça, un courage dans la décision politique, de faire appliquer ces lois et de faire respecter ces identités. Et ce n'est pas ça ne s'accompagne pas obligatoirement d'une semence de violence. Hein. C'est sur le plan du narratif que tout se joue. Encore une fois, les mots, toujours les mots sont très importants dans le discours politique. Une façon de faire de la politique de manière tranchée et pas sinusoïdale, comme on le voit depuis 7 ans aujourd'hui avec un en même temps. En même temps, je suis du côté des Juifs. En même temps, ce que fait Israël, c'est de la barbarie. Donc, vous voyez, à force de ménager les susceptibilités communautaires, on arrive finalement, même pas à rien, on arrive au chaos. Au chaos et c'est malheureusement du fait des politiques. Donc le récit national commence par l'école, commence avec des enseignants respectés, commence avec des politiques courageux et commence par un peuple qui se soulève, un peuple qui, pas encore une fois dans le sens violent, mais dans tout ce que vous faites, vous, les médias, dans le narratif que chacun diffuse pour défendre les idées et l'identité de la France. Voilà. À peine nommé ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau a immédiatement évoqué un choc d'autorité. Oui. Il veut rétablir l'autorité. Ça passe par quoi, rétablir l'autorité? Là, on parlait de l'école, par exemple, mais au sens plus large de la société, à cette échelle-là, quels sont les grands combats aujourd'hui de Bruno Retailleau? Le narcotrafic, qui est un fléau civilisationnel, pour reprendre les mots de l'ancien ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. L'islamisme, parfois les deux sont liés. On le voit même là avec les ingérences étrangères, notamment iraniennes. Amsterdam, c'est prouvé. Le narcotrafic, l'islamisme, l'ultraviolence des mineurs, évidemment. Et tout ça, malheureusement, parfois s'imbrique. Et puis la sécurité des femmes, je pense. Je pense que ça doit faire partie de ses priorités. On en parlait tout à l'heure, je ne sais pas si on peut le dire, vous n'habitez pas très loin de la radio. Oui. Vous êtes venu en taxi parce que vous craigniez d'être agressé sur cette... on va le dire, enfin, de toute façon ils le savent, on est dans le 16e arrondissement, donc a priori c'est un arrondissement où on craint normalement pas grand chose. Enfin, ceci dit, c'est ce qu'on s'est dit pour Philippine au Bois de Boulogne. Et vous, cet événement par exemple, ça vous a marqué, et depuis il y a quelque chose qui a changé? Oui, bien sûr. Avant même il y a eu Lola, mais Thomas, toutes les personnes qui se font massacrer par des barbares, des fauves qui n'ont encore une fois rien à faire sur le sol français.
Et c'est l'échec, encore une fois, patenté du régalien qui, depuis 40 ans, au nom de la libre circulation des personnes, au nom de la diversité heureuse, au nom de l'utopie diversitaire, n'arrive pas à assurer la sécurité de ses concitoyens. Ce sans-frontiérisme, ce droit de l'hommisme, cette idéologie aujourd'hui tue nos enfants. Donc c'est évidemment une meurtrissure pour chacun. Et ce qui s'est passé avec Philippines, pour revenir à ce que vous disiez, oui, il y a un syndrome Philippines, évidemment, pour les femmes des grandes agglomérations, Paris, Nantes, Lyon, Marseille, qui n'osent plus sortir de chez elles, de peur de croiser un prédateur sexuel à n'importe quelle heure de la journée, à n'importe quel endroit de la ville. Voilà, c'est malheureusement une violence que nous avons intériorisée, nous les femmes. Et je rappelle par exemple qu'à Lille, à Nantes ou à Paris, ce sont pourtant des femmes qui sont élues. Et ce n'est pas pour autant que les femmes se sentent en sécurité. Donc les féministes écologistes du Front populaire qui nous expliquent, qui nous bassinent avec la sororité, bien, je ne trouve pas de lien sororal particulier entre les élus et les administrés EES de ces collectivités. Donc oui, je suis inquiète, bien sûr. Sabrina Medjeber, on parlait tout à l'heure d'immigration, d'assimilation. Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, par exemple, dans cette lutte évoquée notamment par Bruno Retailleau, un islam de France, par exemple? Est-ce qu'on peut aller jusque-là, ou est-ce que vous considérez, par exemple, que l'islam est incompatible avec la France, puisqu'on parle de civilisation? Alors, l'islam de France a été théorisé par Hakim El-Karoui, qui a été l'ancien conseiller, conseiller d'Emmanuel Macron. Il a connu en tout cas Rothschild. Il a écrit un livre qui s'appelle La fabrique de l'islamisme, et il préconisait en effet cette idée qu'il faudrait un islam de France. Alors un islam de France, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Ça voudrait dire que la France est une république islamique et qu'elle doit aménager sa religion. Donc non, la France n'est pas une république islamique. Il n'y a pas d'islam de France. De la même manière qu'il n'y a pas d'islam d'Australie, qu'il n'y a pas d'islam du Venezuela, qu'il n'y a pas d'islam d'Algérie. Il y a un islam. L'islam, c'est une religion universelle. Il y a près d'1,4 milliard de musulmans sur Terre. Donc elle peut pas être sectorielle, si vous voyez. Donc déjà, c'est complètement tronqué comme raisonnement. Ensuite, par rapport à l'intégration, parce que c'est ça dont il s'agit, comment faire coexister une religion avec une culture et une religion qui a façonné une histoire et une identité de façon pacifique. C'est ça le défi. Moi, je ne vois pas d'autre solution que de... Alors, c'est très difficile parce qu'encore une fois, ce sont des diasporas qui ont été intégrés en France depuis 40 ans. Il y a aussi le jeu des puissances étrangères qui influent et qui influencent sur l'entrisme. Je pense à l'Algérie, je pense au Maroc, je pense à la Diyanet de la Turquie, je pense à la Qatar Charity. Fadila, vous en parlait tout à l'heure, en France et partout ailleurs en Europe. Donc, si déjà la France arrivait à juguler l'influence des pays étrangers, peut-être que cela pourrait nous aider. Sur l'imama, parce qu'on a beaucoup parlé de l'imama, est-ce qu'on en fait des fonctionnaires ou pas? Je trouve ça absolument absurde, dans la mesure où devenir imam, ça n'est pas, encore une fois, une fonction élective française. Donc c'est très très compliqué de contrôler les imams et les prêches qu'ils émettent. On en condamne, on en expulse même, mais malheureusement c'est pas suffisant. Ouais. Et puis sur les jeunes qui sont réceptifs, les musulmans qui sont réceptifs, eh bien c'est très difficile de pouvoir le faire, encore une fois, puisqu'ils ont aujourd'hui des relais institutionnels, et ce relais s'appelle la France insoumise. Donc il y a aussi malheureusement un parti politique qui s'en fait le chantre, qui s'en fait le turiféraire, et qui, en plus de ne même pas considérer il considère les musulmans comme un bloc monolithique. Il n'arrive pas à penser qu'il y a des Français issus d'immigration qui sont parfaitement musulmans, et heureusement que personne ne condamne la foi des personnes, des citoyens, mais il y a un parti politique qui instrumentalise cette religion pour n'en faire que des islamistes, c'est-à-dire un bloc monolithique d'islamistes. Et malheureusement, beaucoup d'entre eux tombent dans le piège de la France insoumise qui les instrumentalise à des fins électoralistes de positionnement. Donc vous voyez,
c'est tout un tas d'escaliers qu'il va falloir monter pour pouvoir arriver à une assimilation française, c'est-à-dire revenir aux traditions françaises. Oui. Sabrina Medjeber, il nous reste 3 minutes. Je voulais vous parler de féminisme, vous en parliez tout à l'heure, et faire un lien avec ce qui s'est passé en Iran, où la charia vestimentaire est instaurée. Le 2 novembre, l'image d'une jeune femme a fait le tour du monde en sous-vêtements devant une université de Téhéran pour protester contre le port obligatoire du voile. Elle a ensuite été arrêtée et transférée dans un hôpital psychiatrique. Quelles leçons la France devrait tirer de ce climat en Iran et de cet exemple en particulier ? La France devrait se regarder en face et devrait se dire que l'émancipation des femmes, c'est la France. Et qu'aujourd'hui, voir que des députés de la France insoumise, alors je pense au tweet de Madame Rousseau, bien évidemment, lorsqu'elle dit se vêtit ou pas. Non, il n'y a pas de ou pas, il n'y a pas de oui mais, il n'y a pas de renoncement sur la liberté des femmes. Je pense également à toutes les autres qui ont profité de cet emprisonnement pour en faire l'éloge d'une manifestation et toujours en rapport avec l'extrême droite, comme si l'extrême... Enfin, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est un jeu politique malsain, évidemment. Donc oui, la France doit se regarder en face et plutôt que de soutenir cette jeune femme, eh bien, on assiste à une instrumentalisation abjecte, malsaine, perverse d'une femme comme toutes les autres qui risquent leur vie pour pouvoir se sentir libre. On sait que l'Iran, la théocratie islamique a interdit la moto aux jeunes femmes. Il y a quelques jours, j'ai vu des photos et des vidéos de ces jeunes Iraniennes qui bravent les interdits, cheveux au vent, roulant en moto. Et ça, la France devrait aujourd'hui s'en inspirer. Et ce que je vous dis est très grave, puisque normalement, c'est la France qui est censée inspirer cette liberté, qui est censée servir de phare, qui est censée servir d'indicateur, d'inspiration à la liberté. Et aujourd'hui, nous avons des pseudo-féministes qui se servent du combat de cette jeune femme pour en faire de la politique politicienne. Et je vais terminer par ça, parce que Madame Rousseau, qui nous bassine avec la masculinité toxique, avec l'écriture inclusive et le patriarcat derrière un barbecue, devrait savoir que c'est Monsieur Roger Carucci, lui-même, avec Madame Jacqueline Eustache-Brinio, qui ont pris l'initiative d'un groupe parlementaire en soutien à Abu Daryahi. Voilà. Et pas Madame Rousseau. Vous faites très très bien de le préciser. Quelle est votre définition, c'était pas prévu, mais votre définition de la France, Sabrina Medjeber, parce que vous parlez très bien de la France, du récit national. Je pense que vous êtes assez inspiré de Philippe de Villiers que vous avez cité. Comment vous définiriez, vous, la France ? Qu'est-ce qui vous rend fier ? Oula, alors, il y a beaucoup de choses, oui. Mais comme il ne reste pas beaucoup de temps, la France, c'est une histoire. Alors, évidemment que c'est une histoire, mais c'est un courage, c'est un courage, une liberté, pardon. C'est une tolérance, une bienveillance, une culture, un art, une identité forte, un espoir, un mérite, un rêve. Voilà. C'est une très belle définition. Merci beaucoup, Sabrina Medjeber, d'être venue à notre antenne. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes auteur du Dévoilement français aux éditions du Lys Bleu, paru cette année sur la sociologie du voilement. Tout un programme et il faut en parler, vous en parler. Merci de le faire. Je vous en prie. Et à très bientôt sur notre antenne. Merci Maud.